ich der Mann sich in meine Kinderjugend. Le thème de la semaine de la mémoire tourne autour de la jeunesse. J'ai essayé d'évoquer la situation de la jeunesse. Alors, pour la définir, on va faire simple, parce qu'on va parler de la jeunesse scolarisée, on va dire, en quelque sorte, de l'école primaire au statut d'étudiant, en gros. Ce sont eux qui vont être essentiellement touchés par deux aspects. J'ai dit enjeu et acteur, parce que pendant toute une période, la jeunesse est un enjeu essentiellement pour le nouveau régime de Vichy. Et ces jeunes vont devenir acteurs, plus la période avance, plus les tensions montent, et plus ils vont être confrontés à des choix qui vont être des choix extrêmement difficiles à faire pour ceux qui n'étaient pas spontanément capables de comprendre ce qui se passait, tout comme n'étaient pas trop capables de comprendre ce qui se passait une bonne partie de la population. La jeunesse, elle est clairement au cœur du projet de Vichy. Pétain, quand il arrive au pouvoir, quand l'Assemblée nationale et le Sénat lui confient les pleins pouvoirs, normalement les pleins pouvoirs pour changer la Constitution, en fait, il va prendre les pleins pouvoirs tout court. Il a une idée en tête, et son entourage aussi, c'est d'imputer la défaite à quelqu'un d'autre que des militaires. Or, c'était une défaite militaire, mais pour le maréchal Pétain, héros de la Grande Guerre, mettre la faute sur... expliquer la défaite de la France par la défaite de l'armée, c'était difficile en même temps qu'il prenait le pouvoir. Clairement, il va imputer la défaite aux élites politiques et intellectuelles du pays, c'est-à-dire ceux de la Troisième République, plus largement ceux de la République, et au-delà, on le verra, la remise en cause, en gros, des grands principes de la Révolution française. C'est un régime qui va être clairement réactionnaire et qui va faire haro sur les intellectuels des années 30 et haro sur les instituteurs. En gros, c'est la faute aux instituts si la génération est devenue molle, n'a pas eu le sens du sacrifice. Toutes ces phrases, vous les avez tous entendues dans les documentaires. L'esprit de jouissance l'a emporté sur l'esprit de sacrifice. Ça, c'est allusion au Front populaire et aux congés payés. Le manque de discipline, etc. Alors, l'objectif, ça va être donc de remettre en cause cette structure sociale, en fait, de la République des instituteurs, de celle de la Troisième République. Et dans un premier temps, la question, ça va être d'épurer en quelque sorte cette élite qui a failli. Et donc, haro sur les instituteurs francs-maçons, haro sur les instituteurs communistes. Bientôt, tout ce qui est plus ou moins de gauche va être taxé de communiste, donc ça sera plus simple. Et puis épurer aussi l'éducation nationale et l'administration française des Juifs. C'est le sens des premières mesures dès août 40, la loi sur les francs-maçons, le statut des Juifs d'octobre 40 également, et à la rentrée scolaire, tous les instituteurs, tous les policiers, tous les fonctionnaires devaient écrire une déclaration écrite sur le fait qu'ils n'étaient pas de race juive, qu'ils n'étaient pas francs-maçons ou qu'ils avaient abandonné ou qu'ils rejetaient leur passé de francs-maçons. Et comme ça, on a eu une sorte d'épuration qui est restée quand même relativement faible, parce que d'abord des juifs dans la fonction publique, il y en avait pas mal, mais pas trop dans l'éducation nationale. Les francs-maçons, s'il avait fallu virer tous les francs-maçons, policiers, je pense par exemple à l'étude que j'avais faite sur les policiers de Grenoble, à peu près les 3/4 de la police municipale, des 82 policiers municipaux étaient francs-maçons. Et s'il avait fallu virer tous les instituts de gauche et francs-maçons, on n'aurait plus eu grand monde devant les classes. S'ajoute à ça le fait qu'il y avait 13 000 instituteurs qui étaient prisonniers de guerre. Donc,
déjà, ça va poser problème, mais les principes, en quelque sorte, sont posés. À défaut d'épurer violemment, alors les instituteurs francs-maçons ont été souvent déplacés, révoqués au début, déplacés après. On les mettait dans des endroits les plus perdus du département pour qu'ils n'aient plus de contact avec leurs camarades. C'est une épuration un peu light, en quelque sorte, au début. Mais surtout, Pétain s'intéressait beaucoup à l'éducation. Il avait écrit des choses sur l'éducation et en fait, il va prendre un peu en main, du moins, il va être très présent. Au fond, l'école sous Vichy, c'est d'abord l'école du maréchal, l'école rêvée du maréchal. On le voit là dans une classe. Et on va le voir, sa présence partout. Par exemple, pour sa... voilà, il faut faire une surprise au maréchal. Les enfants devaient... alors, il y avait Noël, il y avait la Saint-Philippe qui était le 1er mai, ça tombait bien, on fêtait plus le 1er mai de la gauche, en quelque sorte, mais c'était la Saint-Philippe, et donc il fallait envoyer une carte postale avec un dessin pour le maréchal. Et donc là, il fallait faire un dessin pour la France que le maréchal aime tant. Et en même temps, ça raconte Vichy. Ça raconte les nouvelles valeurs qui ne sont pas très nouvelles, hein, d'une France rêvée, un peu archaïque, un peu ancienne, avec la France avec ses paysages. Je dis, si vous n'arrivez pas à lire, hein, avec ses paysages, avec ses maisons, avec son histoire, ses animaux, avec ses habitants, avec son empire. Donc, faire une surprise au maréchal avec toute votre application, tout votre cœur, et si on est gentil et qu'on a bien travaillé, et donc il faut l'envoyer à monsieur le maréchal Pétain de la part d'eux, et il sera remis le 25 décembre, et le maréchal Pétain remerciera très certainement les auteurs des meilleurs envois. Alors, ça a un petit, vu de notre époque, ça a un petit côté cucu. On se dit, ben voilà, il n'est pas en train trop de manipuler idéologiquement les enfants, simplement il s'installe en gros il installe le culte du chef, et comme il a 84 ans, il installe un culte un peu côté grand-père. Vous voyez, dans le même esprit, pour lui, les enfants, ce sont des gens qui doivent être gentils et avec leur maman, et donc on instaure la fête des mères. Il faut inventer une surprise aussi, et il faut lui offrir des fleurs ou un objet que tu auras fabriqué pour elle, lui faire un dessin. Il faut faire un effort en classe pour qu'elle soit contente. Il ne faut pas se disputer avec les frères et sœurs. Il faut aller faire les commissions. Il faut l'aider à faire le ménage et apprendre une jolie récitation. On dirait il y a un petit côté catéchisme du maréchal, quoi. Alors voilà, pour lui, l'enfance, elle doit être la petite mignonne enfance d'une France rurale rêvée. Dans le même genre, on verra dans le triptyque Travail, Famille, Patrie, une famille d'agriculteurs avec des enfants tout roses et tout ça, et des agriculteurs qui ont des sabots de bois aux pieds et qui tirent la charrue. Même en 1939, il y avait déjà plein d'endroits en France où il y avait des premiers tracteurs, enfin des choses un peu légèrement modernes. C'est sa vision de la famille, c'est sa vision de la France rurale et sa vision des enfants. Donc on a surtout ça, une espèce de présence, une omniprésence du maréchal dans les classes. Toutes les classes doivent avoir le portrait de Pétain affiché. Il faut chanter, il faut apprendre Maréchal nous voilà. Dans les classes un peu plus grandes, par exemple dans les lycées, on lève les couleurs le lundi matin et on chante pas la Marseillaise, on chante Maréchal nous voilà. La marque, elle est vraiment très personnelle, la marque du maréchal. Parce que pour le reste, c'est plus compliqué, parce qu'en fait, Vichy, c'est un peu pluriel. Il y a là des réactionnaires purs, il y a des monarchistes, il y a des catholiques intégristes, il y en a qui ne sont pas catholiques du tout, il y a des modernistes, bref, et on n'arrive pas trop à se mettre d'accord sur des grandes réformes de l'éducation. Et c'est surtout, on va beaucoup avoir on va travailler sur la forme. Pour le fond, c'est pour plus tard. Par exemple, on va refaire des manuels scolaires, c'est sûr. On va refaire notamment les livres d'histoire. Toujours en première ligne, l'utilisation de l'histoire pour
l'utilisation idéologique de l'histoire. Donc on va faire, alors les projets pour réécrire les livres d'histoire, c'est faire profil bas sur la Révolution française et valoriser les grandes figures monarchiques, Saint-Louis, Le Chesne, les croisades, tout ça, Jeanne d'Arc évidemment, Jeanne d'Arc ayant le double intérêt d'être d'une fervente chrétienne et puis d'avoir été brûlée par les Anglais, ce qui permet d'en mettre une couche sur les horribles Anglais, puisque nos nouveaux, selon le régime de Vichy, le nouvel ennemi n'est pas allemand, mais anglo-saxon. Mais là, on décide qu'on le fera. Après, sur les structures, on hésite. Le Premier ministre de l'Éducation nationale, un des ministres on va changer 5-6 fois de ministre, assez rapidement. Il y a Jacques Chevalier, qui est un universitaire grenoblois, qui, lui, décide de réinstaurer l'enseignement religieux à l'école, de revenir sur la loi de 1905 et tout ça. Donc ça, c'est un projet, ça commence vaguement à se mettre en place, et puis ça rue dans les brancards de tous les côtés, même à l'intérieur du gouvernement, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. C'est dire aussi que l'idée d'une instruction laïque, du moins religieuse, elle était très ancrée, et c'est pas comme ça en cliquant des doigts qu'on va changer les choses. De même que parler différemment d'histoire, les gamins, ils ont toujours le même manuel, les instituts, ils travaillent sur le même manuel, et puis ils n'ont pas l'inspecteur tous les jours sur le dos, et l'inspecteur, on n'est même pas sûr qu'il soit complètement partisan de gros changements de ce type-là. Du coup, on ne voit pas beaucoup de changements réels sur le terrain. L'autre aspect de la jeunesse, parce que c'est sûr que la jeunesse est vraiment au cœur du projet de pétainiste, il faut rénover cette jeunesse. Et cette jeunesse, on va la rénover par une vie saine. La vie saine, c'est deux outils très, très forts. C'est les Compagnons de France, qui sont une organisation scout, en fait, et les chantiers de jeunesse et Jeunesse et Montagne. Alors, Jeunesse et Montagne, c'est une structure qu'on va bien connaître ici, parce que c'est issu de l'armée de l'air. En tout cas, c'est une manière pour les jeunes de se regrouper, le service militaire étant interdit, étant supprimé par l'armistice. Il n'y a plus de service militaire, du coup on va essayer d'encadrer la jeunesse par des structures du type de celle-là. On va leur faire de la montagne, avec de la discipline, du sport, des veillées pendant lesquelles on chantera Maréchal nous voilà. Mais en gros, c'est une manière d'occuper les jeunes et de les structurer, et dans l'idéal, c'est d'en faire une future, une génération qui sera dévouée au maréchal et à ses projets. Alors, les Compagnons de France, Jeunesse et Montagne, et puis les fameux chantiers de jeunesse. Les chantiers de jeunesse, on doit y aller à 20 ans. À l'âge où on allait au service militaire, on va au chantier de jeunesse pour 8 mois. Qu'est-ce qu'on fait dans les chantiers de jeunesse ? On va faire des travaux utiles à la collectivité, c'est-à-dire on va couper du bois pour les vieux, on va faire des chantiers sur des routes, des chemins, et on garde l'idée du service militaire dans le brassage des jeunes. Par exemple, il y avait un chantier de jeunesse à Saint-Laurent-du-Pont, il y en avait à Monestier-de-Clermont, à Villard-de-Lans, mais les jeunes qui étaient dans ces chantiers n'étaient pas des Isérois. Les Isérois, ils partaient sur des chantiers dans le Jura ou ailleurs. Il y avait toujours l'idée du brassage des jeunes. Et pareil, on ne fait plus de service militaire, mais on va garder quelques traditions, donc le lever des couleurs, les chants collectifs, les travaux donc, collectifs, tout ça concerne évidemment les jeunes garçons. Et pour les malins, pour ceux qui avaient envie vraiment de faire un peu plus de sport, on pouvait devancer l'appel des chantiers, c'est-à-dire avant d'avoir l'âge d'aller au chantier de jeunesse, on pouvait entrer à Jeunesse et Montagne, pour vraiment les passionnés de montagne. On va avoir dans ce groupe Jeunesse et Montagne, on va avoir des gens qu'on connaîtra après, Lachenal, Lionel Terray, des gens qui seront de très grands alpinistes et qui sont déjà, à cet âge-là, ils ont envie de montagne. Et donc, ils prennent Jeunesse et Montagne clairement pour le sport et la montagne. L'atmosphère, c'est plutôt l'idéologie, vous voyez, c'est plutôt une sorte de scoutisme. Si vous comparez avec ce que faisait Mussolini ou Hitler de leur jeunesse,
il manque clairement les armes, là. Hein. On a le beau jeune homme musclé qui regarde droit vers l'avenir, mais évidemment, on n'est pas dans une situation où on peut militariser ces jeunes. Et l'analyse des chantiers, le projet des chantiers de jeunesse est troublant déjà quand je parle de jeunesse en jeu, parce que pour pas mal de gens, pour pas mal de militaires même, pour eux, Jeunesse et montagne ou les chantiers de jeunesse, c'est peut-être bien un moyen de préparer peut-être un jour la reprise des combats, la reprise de la guerre. Et ils se disent, on va faire des jeunes musclés, forts, et ça, parce que ça sera peut-être des futurs soldats. Pour d'autres personnes, pour d'autres courants de pensée autour de Pétain, c'est faire du scoutisme, en faire des bons chrétiens, des bons parents, dans l'optique d'une société ordonnée, sage, etc. Donc tout le monde ne met pas la même chose derrière des groupes comme Jeunesse et Montagne ou les chantiers de jeunesse. Pour finir ça, donc il y a les enfants pour l'école, il y a les jeunes chantiers de jeunesse, et puis pour encadrer ça, Pétain va créer une école de formation des élites. Il l'installe à Uriage, au château d'Uriage. Ça s'appelle l'école des cadres. Ça dit ce que ça veut dire. C'est former des gens qui vont après diriger les chantiers de jeunesse, diriger Jeunesse et Montagne, dans l'optique nouvelle d'une espèce de régénération morale, civique. Et donc, l'école d'Uriage, dirigée par un militaire un peu original, assez ouvert, à la fois avec des vieilles pratiques médiévales. Il a le mariage de sa fille au château d'Uriage, c'est un truc, on dirait le chevalier Bayard. Il y a tout un folklore quasi médiéval, une sorte de geste ancienne, mais en même temps, il laisse l'école réfléchir. Et dans cette école, à Uriage, il y aura des personnes qui vont être soit formateurs, soit étudiants. Il y aura Hubert Beuve-Méry, par exemple, le futur fondateur du journal Le Monde. Il y a Joffre du Masdier, qui sera le fondateur d'écoles d'éducation populaire. Il va fonder Peuple et Culture. Bon, il y a des gens qui sont un peu étonnants et qui vont se donner une espèce de liberté d'esprit. Alors ils sont tous maréchalistes. Hein. Pétain, oui, c'est Pétain qu'il nous faut, il est là, tout va bien, c'est lui qui assure tout. En revanche, le contenu de ce qui se dit dans cette école, eh ben, il va se diriger de plus en plus vers, oui, on peut rénover, il faut rénover une jeunesse, il faut retrouver une jeunesse virile, morale, forte, avec comme objectif de libérer le pays. Ce qui n'était pas l'objectif du gouvernement de Pétain, qui était engagé, lui, dans la collaboration. Alors, cette école d'Uriage, elle est vraiment intéressante. On les voit là. Alors, il y a scoutisme, ambiance scout, hein, musique, veillée. On commence le matin par du sport. Vous voyez le programme d'une journée de stage à Uriage. Décrassage, hébertisme, donc c'est le sport... le sport dehors, quoi. Et puis le lever des couleurs, bien sûr. Le cercle d'études, chantier. Alors les chantiers, c'est qu'on va travailler un peu comme les chantiers de jeunesse. La veillée du soir, etc. C'est un programme, mais ce qui est intéressant, c'est justement les cours, les conférences, les discussions dans les veillées, qui vont faire d'Uriage petit à petit, on va dire en 1 an et demi, ça va devenir pratiquement un laboratoire d'idées de la résistance. Et en gros, l'objet va échapper à ses fondateurs, en quelque sorte. Alors, les valeurs traditionnelles, ça, c'est un des rares bouquins qui a été produit à l'époque pour les enfants, plein de maréchaux à l'intérieur, à colorier, tout ça. Il y a toute une... Vous voyez, le type ça, une bande dessinée. Alors, de tout ça, des chantiers de jeunesse, d'Uriage, de l'école, qu'est-ce qu'on peut en faire comme bilan ? C'est qu'au fond, en fait, ça reste relativement divers.
le régime de Vichy n'a pas créé des jeunesses pétainistes ou des jeunesses vichistes, à la mode italienne ou allemande ou même espagnole. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mouvement de jeunesse unique, formaté. Il y a quelques structures diverses et variées et que finalement le gouvernement octroie en quelque sorte un peu à tout le monde ce qu'il veut. Il y a des groupements de compagnons qui sont plus réactionnaires que d'autres. Bon, il y a une légère diversité dans une structure qui est quand même, dans des structures qui sont quand même évidemment chapeautées par le secrétaire général à la jeunesse, qui s'appelle l'Amiran, qui rêvait de faire une jeunesse unique, mais qui n'y est jamais arrivé, en fait. Et sur le terrain, en fait, au cœur de ça, ce qu'on oublie, c'est qu'il y a l'exclusion. C'est-à-dire qu'ils sont jolis, je vous remets les Jeunesse et Montagne, hein. À part qu'il est précisé dans Jeunesse et Montagne, je vous montre l'école nationale professionnelle de Voiron, parce que c'est une école qui est touchée à cette époque-là. Moi, j'ai lu le bouquin qu'ils ont fait pour leur anniversaire il y a quelques années. On voit bien, il y a lever des couleurs tous les lundis, il y a les veillées obligatoires, il y a Maréchal nous voilà, tout ça. Puis ce sont des jeunes dans l'industrie, ça c'est un atelier d'électricité, mais il y avait l'atelier de tissage, évidemment. C'était déjà une école extrêmement connue, extrêmement célèbre, hein, même. Hein. C'était une des 4 ou 5 grandes écoles professionnelles de France, de la France, avec aussi des élèves qui n'étaient pas forcément des locaux non plus. Hein. Il y avait pas mal d'élèves qui venaient d'un peu partout ailleurs. Mais ce que je veux dire sur ce que deviennent toutes ces mesures de la jeunesse, c'est que ça, là, on a la devise « faire face ». Alors, faire face à quoi ? On ne sait pas trop, parce que faire face, il n'est pas question de reprendre la guerre, même s'il y en a qui rêvent un jour de ça. En revanche, au niveau des conditions d'admission, je vous fais un peu plus gros au milieu. Il faut être volontaire, célibataire, avoir 18 ans, être citoyen français, né de parents français. Condition A, le 8, le point 8. Ne pas appartenir à la race juive. C'est-à-dire qu'on veut bien de la jeunesse, mais il n'y a pas de juifs dans les chantiers de jeunesse. Même, il n'y a pas de juifs français. Hein. Ça fait pas partie, ils ne feront pas partie de la nouvelle jeunesse de France. Ils ne feront pas partie des cadres de l'école des cadres de la Nouvelle-France. Ils ne sont pas formés. Ils sont plus dans notre société. Ils ne sont plus dans la société française. Et évidemment, là, Lionel Terray, Lachenal et tout ça, ils ont lu ça, hop, je veux dire, c'est pas des antisémites parce qu'ils ont fait Jeunesse et Montagne, c'est ça que je veux dire. Hein. Mais la structure, elle est bien une structure de l'État français, de Vichy. Si j'ai mis aussi des éléments sur l'école, c'est aussi les limites de tout ce cirque-là. C'est que là, c'est une bande, c'est pareil dans un journal de l'époque, hein, un journal sous la France de Vichy. Et la question dessous, c'est « Et alors ?» dit le maître à l'élève, « Qu'attendez-vous pour répondre ?» Et il répond « J'attends la révision des manuels. » C'est-à-dire que réviser les manuels scolaires dans un sens de promouvoir les valeurs traditionnelles, etc., et épurer les bouquins d'histoire et tout, c'est bien joli, mais il n'y a pas beaucoup de papier. Ce sont les Allemands qui distribuent le papier, qui contingentent le papier, même pour les affiches de propagande. Ce sont les Allemands qui récupèrent le papier et qui le redistribuent ou pas. Et les manuels scolaires, on va les attendre. Hein. Il y en a très très peu qui vont être de fait publiés. Ce qui fait qu'on a une propagande, quelque chose qui tourne un peu dans le vide, parce que dans le réel des classes, il ne s'est pas passé grand-chose, parce qu'il y a aussi un fond de culture républicaine ancré depuis 80 ans, là, que vous effacez pas du jour au lendemain. Vous ne pouvez pas changer des choses comme ça, même si vous le voulez fortement, comme ça, ou alors il aurait fallu embaucher 200 000 instituteurs nouveaux, formés, passés par l'école des cadres du Riage, dans l'hypothèse où l'école des cadres du Riage correspondait au but défini, et ce n'était pas forcément le cas. De même,
Dans les écoles, il y avait des témoignages d'anciens de la NAT qui disaient qu'au bout d'un moment, le lever des couleurs et le maréchal nous voilà, ça devenait routinier, sans aucun intérêt, ça changeait les paroles discrètement au milieu, bref, ils faisaient des potages, quoi. Ça tournait dans le vide un peu, cette affaire. Et ça tourne dans le vide aussi parce qu'on est là dans une espèce de chantier de jeunesse où on présente un jeune des chantiers de jeunesse, ils n'étaient pas habillés du tout comme ça d'ailleurs, hein, parenthèse, comme descendant de je ne sais quel Gaulois à Francisque ou chevalier vaguement du Moyen-Âge, peut-être un espèce de Charlemagne fantasmé qui avait l'avantage d'être français et allemand, du coup ça allait bien dans la collaboration, mais ça, même pour des jeunes de l'époque, ça leur parlait pas, enfin, ça rentrait dans une espèce de routine de propagande. Plus fort, là on est à Uriage, lever des couleurs et tout ça, et on voit bien à travers les textes, parce qu'on a pas mal de résumés de conférences, voire de cours d'Uriage, on voit bien que l'analyse que font les uriagistes, c'est de dire on est d'accord que pas de communisme, pas de fascisme, ça c'est quand même un peu les fondements de la chose, mais entre les deux, il y a la recherche d'une troisième voie, de réconcilier les classes sociales, et ils vont assez loin là-dedans dans l'idée de co-gérer les entreprises. Enfin, c'est un vrai laboratoire d'idées, mais surtout, on voit que à chaque fois, ils disent tout ça, tous ces projets très intéressants qu'on est en train de mettre en place, c'est pas compatible avec la collaboration. Et du coup, à Uriage, le lever des couleurs et tout ça, ça a un peu plus de sens qu'à la NAT, c'est moins routinier parce qu'on commence à y croire fort. On y croit tellement fort dans le contenu qu'en décembre 1942, le 17 décembre 1942, l'école des cadres d'Uriage est fermée. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte au gouvernement que ce qui se passait dans cette école censée former les cadres qui allaient encadrer toute cette jeunesse, eh ben, ça va plus. Le contenu ne correspond plus du tout à ce qui était prévu à l'avance, et donc l'école est dissoute, tout simplement dissoute. Tout ça pour dire que le réel a rattrapé, au fond, les projets. Le Vichy n'est pas allé au bout d'une logique d'un État totalitaire qui aurait créé des jeunesses à la mode jeunesse hitlérienne. Ça, il ne l'a pas fait. Parce que pendant les 2 premières années, Vichy est un peu, culturellement, est un petit peu divers et qu'on s'engueule beaucoup. On a changé plusieurs fois de ministre de l'Éducation nationale. Ce n'est pas non plus un hasard. Hein. On a évacué Jacques Chevalier parce qu'on se rendait compte que l'histoire de remettre la religion, ça allait crisper tout le monde. Après, on a mis Jérôme Carcopino, qui est un historien de l'Antiquité. Après, et là, ça tournera. Celui qui va rester longtemps, c'est Abel Bonnard, académicien français. Et lui, clairement, c'est autre chose. Lui, il est dans un projet fasciste. C'est un pro-nazi assez évident. Et lui, il va rester comme ça jusqu'à la fin, ce qui est symptomatique aussi de l'évolution du régime. Donc le réel, au fond, sur le terrain, en gros, l'encadrement de la jeunesse, il n'est pas si satisfaisant que ça. Le patriotisme, on est au cœur de ça. On n'arrête pas de lever des couleurs et de dire la France, la France, la France, mais c'est un patriotisme de l'impuissance. Tout le monde voit bien que c'est bien joli de lever le drapeau, mais qu'on n'a pas d'armes, et puis que la France est de plus en plus inféodée, exploitée, et que la collaboration, elle marche que dans un sens. Du coup, ce patriotisme qui tourne en rond, là, en fait, il est en train de dépérir. Ça tourne à vide. Et au fond, ce qui va se passer, c'est que cet échec-là, jamais avoué, évidemment, va être aussi bousculé par l'évolution des choses. C'est-à-dire que bientôt, il n'y aura plus de chantier de jeunesse parce qu'il y aura le STO. Et là, on voit là la pression allemande. Pendant ce temps, y a-t-il une jeunesse résistante ? On a souvent l'image du résistant comme étant
le jeune avec béret, chemise blanche, mitraillette et tout ça. Ça, c'est la phase finale. À vrai dire, si on dit en 1940-41, y a-t-il une jeunesse résistante? Moi, je répondrais non. La résistance, c'est une affaire de vieux. Les premiers qui créent des mouvements, qui créent de la presse clandestine et tout ça, ce sont des gens qui sont ceux que Vichy condamne de la Troisième République, c'est-à-dire des élus socialistes qui ont été révoqués, des élus radicaux, des francs-maçons, bref, l'exemple de l'Isère, franc-tireur, c'est Léon Martin, ancien maire et député de Grenoble, Chavant, ancien maire de Saint-Martin-d'Air, c'est Gaston Valois, maire de Tullin, ils ont tous 50 ans, ces gens. Hein. Ils ont tous 50 ans. La jeunesse, elle viendra après. Il y a quand même, faut pas, on peut parler de Tézier, le maire de Voiron aussi, qui a été révoqué comme les autres et qui va être actif dans le Vercors après. Mais en revanche, il existe des groupuscules, des réactions de jeunes. Elles sont restées assez célèbres. Ça, c'est la photo de la manifestation des étudiants du 11 novembre 40 à Paris. Le 11 novembre 40 à Paris, entre 2 et 3 000 lycéens et étudiants. Il y a des lycéens de Janson de Sailly avec une croix de Lorraine tout en fleurs. Ils défilent le 11 novembre, ils veulent aller rendre hommage aux soldats inconnus. Provocation ultime, hein, à Paris, il y a des Allemands. Hein. Ici, on est en zone sud, on pouvait faire des choses comme ça, fêter discrètement le 11 novembre. À Paris, ça se passe mal. Ça surprend tout le monde. Il y a pas mal d'arrestations, quelques dizaines d'arrestations, il y en a qui vont être relâchés. Mais ça, c'est symptomatique d'une espèce de spontanéité de la jeunesse qui est remarquable, mais qui est à échelle réduite. C'est ça le tract qu'ils avaient écrit pour appeler à ça. Le 11 novembre restait pour toi jour de fête nationale. Malgré l'ordre des autorités opprimantes, il sera jour de recueillement. Tu n'assisteras à aucun cours. Ils ont fait la grève des cours. Tu iras honorer le soldat inconnu le 11 novembre à 17h30. C'était le jour d'une grande victoire, sera le jour d'une prochaine victoire. Bref, on est là dans la résistance, dans l'esprit de résistance spontanée qui va être assez fortement réprimé, mais ça existe. Ça existe de manière, encore une fois, pas organisée. On peut citer, si on parle de la NAT, il y a 3 jeunes de la NAT qui vont fuguer au début de 1941, si je me rappelle bien. Ils vont fuguer pour essayer de rejoindre les forces françaises libres. Alors, ils se tirent de l'internat, ils descendent à Marseille, je ne sais pas trop comment. Ils avaient fait une quête avant, leurs copains leur avaient donné des sous. Objectif, filer à Marseille et puis prendre un bateau pour rejoindre le Maroc, et puis, ou alors passer en Espagne. Bref, c'était pas organisé, c'était folklorique. Ils avaient 16 ans, ils se sont fait choper. Mais ça revient à dire... Ça ressemble à la manifestation de 40, quoi. Il y a eu comme ça quelques exemples. Jacques Bourdis à Grenoble, étudiant en lettres, 20 ans, il fait ça, lui, il part tout seul et puis il se retrouve en Syrie, il a tout un périple et puis après il est dans les forces françaises libres, Bir Hakeim, le 2e DB, Libération de Paris, tout ça. Il était compagnon de la Libération. On a dans plusieurs lycées des signes assez forts mais assez symboliques, quoi. C'est pas organisé, mais ça existe. Cette jeunesse résistante, en quelque sorte. Faut parler de la jeunesse persécutée, c'est-à-dire que à partir donc de l'été 1942, les rafles contre les juifs étrangers, type la rafle du Veldiv, touchent aussi les enfants, puisque les Allemands réclamant 10 000 juifs à Laval voulait donner des juifs, ils ont réfléchi un peu, puis ils se dit qu'ils allaient être embêtés avec les gamins quand ils auront déporté les parents, et que donc, bien que les États-Unis leur proposaient de les mettre tous sur un bateau et puis de les emmener aux États-Unis, même si l'ambassadeur du Portugal en a sauvé quelques-uns, finalement, Laval a dit que c'était pas bien humainement de séparer les familles, et donc on a envoyé les gamins avec 11 000 enfants. 11 000 enfants ont été déportés à Auschwitz. C'est ce qui fait toute la différence entre les deux projets nazis de réprimer les opposants,
un résistant, on l'arrête, mais on ne va pas tuer ses enfants et on ne déporte pas ses enfants. Une famille juive, on emmène aussi les enfants, puisqu'on a décidé d'éradiquer, d'éliminer tous les juifs d'Europe, donc enfants compris. Et c'est là qu'on se rend compte que maintenant, à partir, on va dire, de 1942, fin 42, début 43, la jeunesse n'est plus un enjeu, mais ils vont être tous, les jeunes, des acteurs, parfois à leur corps défendant. C'est-à-dire que les choix qu'ils vont devoir faire, sans avoir beaucoup de moyens de les faire, mais il y en a qui ne pourront pas avoir le choix, il y en a qui vont les prendre, ces choix. Ça vient, entre autres, parce que le régime se durcit. Le régime de Vichy va se durcir dans le sens d'un État autoritaire, policier. On peut dire fasciste. Il va devenir fasciste, y compris dans ces structures qui étaient si sympathiques au départ, qui faisaient du scoutisme et tout ça. Le scoutisme, il va devenir assez musclé. Soit les jeunes vont devoir partir, soit s'ils restent, il va falloir qu'ils s'engagent d'une certaine manière. Ça, Pétain avait créé, c'était pas des jeunes, c'était la Légion des combattants. Une sorte de rassemblement d'anciens combattants de 14-18 et de 39-40, qui devait être, non pas un parti politique, mais une courroie de transmission entre Pétain et la société. Les yeux et les oreilles du maréchal, disions-nous. C'est énorme. En 40-41, il y a des dizaines de milliers de gens qui adhèrent à ce truc. Alors, ils font du social, ils font des distributions de soupe, ils font du social et ils font de la pub pour le maréchal. Mais à partir de l'été 42, on crée un truc qui s'appelle le service d'ordre légionnaire. Et à partir de cette légion-là, on va créer une sorte de petit groupe militarisé. Là, il y a le côté glaive, là, le chevalier des temps modernes. C'est-à-dire qu'on va leur demander de maintenir l'ordre. C'est-à-dire qu'on va leur demander pas seulement de faire du social, mais d'appliquer la politique du maréchal et de veiller à ce qu'elle s'applique bien. C'est à partir de ce service d'ordre légionnaire que va être créée la milice en janvier 1943. Et on est toujours à Uriage. Mais on a fermé l'école des cadres en décembre, on ouvre l'école des cadres de la milice en janvier. S'il fallait un symbole de l'évolution du régime, elle est là. Et là, ça ne va pas rigoler, parce que l'école des cadres de la milice d'Uriage, c'est une école de tueurs. C'est-à-dire on va former des gens qui vont prendre la tête de ces groupes de miliciens qui vont naître un peu partout, dont il ne faut pas exagérer le nombre, à peu près 300 en Isère, à peu près autant en Haute-Savoie, ça veut dire beaucoup plus en Haute-Savoie en fait, puisque la Haute-Savoie était 2 fois moins peuplée que l'Isère, mais ce sont des gens qui vont, au départ c'est comme un parti politique, mais tout de suite, ils créent ce qu'on appelle la franc-garde, c'est-à-dire un groupe paramilitaire de maintien de service d'ordre. Et cette milice, elle va être le symbole de l'hitlérisation du régime, enfin Vichy devient un État policier et fasciste sous l'influence de la milice qui va petit à petit supplanter les autres administrations, y compris la police. Ce sont des miliciens qui vont arrêter Alfred Timech, qui est un policier strasbourgeois replié à Voiron. Et dans le commissariat de police de Voiron, il y a Alfred Timech qui est de fait résistant, qui sera injuste parmi les nations. Il y a aussi Grandordy, qui est un milicien, qui va plus tard le dénoncer son collègue, qui va être déporté et tué. Grandordy va être descendu par la résistance. Vous voyez, on est en train de monter d'un cran là, dans une espèce d'hyperviolence. Et les jeunes là-dedans, eh bien, cette école de cadres, on va y envoyer pas mal de jeunes, et en fait, ce sont les parents qui envoient leurs jeunes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas spontanément des lycéens qui se disent « youpi, je vais rentrer dans la milice ». Il y en a, sûrement. Beaucoup. À Voiron, par exemple, on va dire, la vingtaine de miliciens de franc-garde qu'il y a à Voiron, qui sont particulièrement violents et qui aggravent leur cas à chaque mois, pas mal de ces miliciens qui ont 50 balais envoient leurs enfants qui ont 16-17 ans à l'école de la milice d'Uriage. Il y a une
une prise en main de la jeunesse, en même temps que ce qu'on dirait aujourd'hui une radicalisation. Et les partis politiques d'extrême droite, les partis collaborationnistes, le Parti populaire français, ils vont créer des sections de jeunes, et des sections de jeunes qui vont être de plus en plus, qui vont être militarisées. Et quand on va parler de la milice, très souvent, ce seront des gens qui auront plusieurs cartes. Ils sont jeunes de l'Europe Nouvelle, par exemple. C'est un groupe créé par le groupe Collaboration. Le PPF forme ces petits jeunes aussi, ils sont en uniforme noir, avec l'insigne aussi de la milice. En gros, ils sont multicartes, partis politiques et miliciens. Et ils prennent petit à petit le pouvoir, y compris sur la police française. Ils vont arrêter des gens sans que la police ni la justice puissent y faire quelque chose. Ils vont tuer des gens. Ils vont faire de leur justice à eux, créer des cours martiales par-ci par-là. En gros, une espèce d'autonomie, une autonomie assez tragique. Et Uriage en est le symbole. Hein. L'école d'Uriage, il ne faut pas confondre la première et la deuxième école, surtout qu'il y en aura une troisième à la fin. Surtout, les jeunes acteurs ou victimes de l'époque, eh ben, ce sont évidemment les jeunes du STO. Plus de chantier de jeunesse parce qu'on doit partir 2 ans travailler en Allemagne. Et c'est évidemment un clivage très très fort. Si vous ne pouvez pas trouver le moyen de ne pas y aller, vous y allez. Si vous n'avez pas envie, vous avez une possibilité, surtout dans notre région. Parce qu'elle est grande, parce qu'il y a la montagne, parce qu'il y a de quoi se cacher, et qu'il y avait une résistance très structurée, qui se structure très fortement en même temps que justement commence le STO. Le STO commence à être effectif à partir de février 1943, en gros, et on voit que le premier mois, tout le monde est surpris, à peu près tout le monde y va, et puis au mois de mars, il y a déjà de la perte, et puis à l'automne 1943, il n'y a plus qu'en gros un tiers de ceux qui sont convoqués qui y vont. Mais ça veut dire que si vous n'y allez pas, vous êtes hors la loi. Vous ne pouvez plus dormir chez vous, ni chez vos parents, ni chez votre grand-mère, hein, parce que les gendarmes vont vous chercher. Pendant la période italienne, pas trop, j'y reviendrai là-dessus. Mais en tout cas, c'est l'heure des choix. Entre le STO, les défections de plus en plus nombreuses, dont le régime se rend compte, puisqu'il produit ce type d'affiche. Jeunes de France, sachez choisir. Le STO, à gauche, où on est un bon travailleur discipliné, où on va aller travailler, et puis là-bas, vous aurez une bonne paye, vous aurez une sorte de sécurité sociale et tout ça. Ou alors, si vous choisissez d'aller là-bas, c'est des soldats avec le casque anglais, hein. Si vous rejoignez De Gaulle, les Anglais, etc., ça finira au cimetière. Mais rien que l'existence de cette affiche montre une sorte de désarroi du gouvernement qui est confronté à une fuite, à une perte très très forte. Les jeunes doivent choisir, ils choisissent. Alors, choisir de ne pas aller au STO, ça ne veut pas forcément dire choisir d'être un combattant de la résistance. À l'été 1943, la résistance, elle est organisée, mais il y a très peu d'armes, il n'y a pas encore eu beaucoup de parachutage, les maquis sont en développement, mais justement, ça déborde de partout, des jeunes qui arrivent de Lyon, de Marseille, en plus de la région, il faut les trouver. Alors l'été, ça va, dans les alpages, ils donnent un coup de main à faire les foins aux agriculteurs, ils sont nourris en échange. Par contre, quand l'automne va arriver, il n'y a pas beaucoup de perspectives. Le débarquement n'a pas eu lieu, on l'attend, mais donc on comprend que ça sera après l'hiver. Et puis, les perspectives locales vont changer avec l'arrivée des Allemands. De l'autre côté, la milice recrute. La milice recrute justement sur ce côté il faut obéir au gouvernement parce que Pétain ne peut faire que ce qu'il peut, mais ce qu'il fait est forcément bien. Et toutes les structures sont divisées à ce niveau-là. On connaît bien en Haute-Savoie, autour du plateau des Glières, vers Thônes, un curé dans un patelin qui encourage ses ex-enfants du catéchisme, il les encourage à entrer dans la milice. À 3 km d'à côté, il y a un autre curé qui les engage à aller au maquis. Parce qu'ils ont tous les deux une vision différente de ce que c'est qu'être un bon chrétien en 1943. Et ça traverse aussi les policiers, à qui on a fait faire un boulot dont ils ne sont pas toujours bien fiers.
ça traverse le fonctionnaire à qui on demande quasiment de dénoncer son voisin de bureau, avec qui il bosse depuis des années. Bref, on est vraiment, tout le monde est à l'heure des choix, les jeunes aussi, STO ou pas, ou résistance. Et les jeunes miliciens qui s'engagent, souvent, c'est aussi la conséquence d'une radicalisation de leurs parents, ou d'une situation qui fait que les résistants, on les prend pour des voyous, c'est plein de communistes, et notamment la milice en Haute-Savoie, elle recrute chez les ruraux, chez les jeunes paysans, à qui le communisme fait peur, ou à qui on explique qu'il faut avoir très très peur des communistes. Il y a aussi, et ça, on se dispute toujours avec Tal, Brutman, sur cette frange de miliciens que j'appelle les miliciens du vélo crevé. Le film Lacombe Lucien, ça vous dit quelque chose? Lacombe Lucien, c'est un gamin qui a 14-15 ans, il est dans son école, il est en fin d'études, là, certificat, bon, l'école est obligatoire, il y est, jusqu'à 14 ans, et il se rend compte que son instituteur, il est sûrement dans la résistance. Et il va voir son institut en disant « Moi, je veux aller au maquis, moi, je veux me battre pour libérer la France et tout ça. » Et l'institut, il lui dit « Mouche-toi, t'es un gamin, tu vas rester là, tu vas d'abord finir d'apprendre à lire, puis après on discutera. » Donc il le jette comme ça. Et l'autre, il n'est pas content, il dit « Puisque c'est ça, j'y vais quand même. » Il se tire de l'école et puis il part en direction de la montagne où il pense retrouver des maquisards. Et sur la route, il est en vélo, il crève, et là, il est là, au bord de la route avec sa chaleur et son vélo crevé, et passe une bagnole de miliciens. Il lui parle, il l'embarque avec son vélo, machin, dans la ville voisine, ils le font picoler, ils l'emmènent chez des prostituées, etc. Et bref, il le recrute. Le gars, il n'a pas les moyens de comprendre tout ce qui se passe dans la France, ce que ça veut dire la résistance, ce que ça veut dire la milice. Il se fait embarquer. Alors, des miliciens de rencontre comme ça, des miliciens de hasard, moi je pense qu'il y en a beaucoup. Enfin, il y a un nombre qui n'est pas négligeable. Je suis d'accord, Tal, il pense que non, que c'est un choix idéologique toujours fort, etc. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave de ne pas être d'accord. D'autant que si au départ, ce sont des miliciens de hasard ou de rencontre, quand même, ce qu'on leur fait faire après, ça devrait leur rentrer dans la tête. Le serment du milicien, pour la pureté française, contre la lèpre juive, contre les parlementaires, enfin, il y a toute une liste d'horreurs sur 21 points, et puis surtout concrètement ce qu'on va leur faire faire, c'est-à-dire la chasse aux résistants et la chasse aux juifs. Et avec carte blanche pour taper, torturer, tuer. Et là, quand même, il y a des miliciens qui vont disparaître, qui vont fuir, qui vont dire j'avais pas signé pour ça, ou du moins je me rendais pas compte, quoi. Et qui vont quitter la milice. Mais il y en a de ces miliciens de rencontre. Il y en a même qui se sont inscrits à la milice pour ne pas partir au STO. Ils ne comprenaient pas. Le premier réflexe, c'était « je ne veux pas partir en Allemagne, comment je fais ?» On pouvait rentrer dans la police. Rentrer dans la police, on ne partait pas au STO, voire même rentrer dans la milice. Il y a eu comme ça des choix qui n'étaient pas des choix, qui étaient un peu n'importe quoi. Le choix ici est plus facile. Refuser d'aller au STO ici et partir au maquis, c'est plus facile ici qu'ailleurs. Tout simplement parce qu'on a quelques particularités régionales. D'abord, les nombreux chantiers de jeunesse, groupes de jeunesse et montagne, plus l'école du Riage, qui étaient souvent animés par des jeunes militaires passés par les stages du Riage, et des militaires qui étaient extrêmement patriotes, qui rêvaient, qui longtemps ont pensé que Pétain essayait de rouler Hitler avec la collaboration, mais qu'en fait, il était de mèche avec De Gaulle. Il était d'accord secrètement avec De Gaulle et que l'heure de la revanche viendrait. Ils y ont cru longtemps. À partir de novembre 1942, ils n'y croient plus du tout, puisqu'il n'y a plus de zone libre et toute la France est occupée. Et que l'armée d'armistice est terminée. Ils sont licenciés, purement et simplement. Il y a des officiers, des capitaines, des lieutenants qui après s'embauchent comme garçons de ferme parce que il n'y a plus de salaire, il n'y a plus d'armée, il n'y a plus de grade, plus rien du tout. La différence, c'est que ici, à partir de novembre 1942, l'occupant est italien. Et ça change pas mal de choses. Parce que sur le STO, par exemple,
Le STO, c'est une affaire allemande. C'est les Allemands qui ont besoin de jeunes pour bosser dans leurs usines. Ils donnent leur sang, disait l'affiche, que je ne vous ai pas mis. Ils donnent leur sang avec leur... vous donnez votre travail. C'est les Allemands qui ont besoin de main-d'œuvre. Les Italiens, ils s'en foutent. Donc, qu'il y ait des réfractaires au STO qui disparaissent dans la nature, ça ne dérange pas les Italiens, ça ne dérange pas l'occupant italien. Ça le dérange s'ils se mettent à avoir des armes et puis à faire des choses, quoi. Donc on a quelques opérations militaires italiennes envers les maquis, en Haute-Savoie notamment, très peu en Isère. Ils vont arrêter l'état-major du Vercors un peu par hasard. Il n'y a pas de mort, ou alors ils se comptent sur les doigts de la main en Haute-Savoie et sur un doigt en Isère. En 9 mois d'occupation italienne, il y a 1 mort en Isère. 52 arrestations qui ont eu droit à un procès avec avocats et qui sont en prison en Italie, dans le Piémont. Et au moment de la débâcle italienne, ils vont ouvrir toutes les prisons, ils vont les relâcher. Du coup, c'est plus facile d'échapper au STO ici parce qu'il n'y a que les gendarmes français qui essayent de vous arrêter. Et ils y mettent plus ou moins de bonne volonté. Donc, eux aussi sont parfois partagés. Il n'y a pas de chasse aux réfractaires. Du coup, les maquis se développent relativement tranquillement. Ça provoque évidemment un afflux de réfugiés juifs. On parlait de ceux qui ont été assassinés. En fait, ils arrivent justement pendant la période italienne, notamment dans la région. Le rabbin qui amène 60 ou 70 jeunes, qui l'installe au château à l'étang Dauphin, et puis qui va ensuite essayer de les dispatcher un peu, mais dans un premier temps, tranquille. Hein. Les Italiens ont interdit à l'administration française d'arrêter des Juifs. Alors, de temps en temps, la Gestapo arrive de Lyon, ou le SD allemand arrive de Lyon et arrête des gens ciblés. Robert Blum, par exemple, qui était le chef de l'armée secrète de l'Isère, qui est doublement donc embêtant pour les Allemands. Il est chef d'une armée clandestine de la résistance et en plus, il s'appelle Blum. Et donc, mais à part ces exceptions, en quelque sorte, la période italienne est une période tranquille. Le rabbin, alors, est-ce qu'il est vraiment tranquille ou est-ce qu'il est un peu perché ? Il écrit au maire de Voiron, nommé par Vichy. Il lui écrit pour dire qu'il veut faire de l'abattage rituel parce qu'il appartient à l'alliance des Israélites pratiquants et que donc il est impensable, malgré la difficulté de ravitaillement, etc., il est impensable de manger de la viande qui ne soit pas abattue selon le rite, et donc il demande l'autorisation d'utiliser de temps en temps l'abattoir pour faire de l'abattage rituel, et il propose même quelqu'un qui va faire ça, l'abattage rituel, et il lui met son nom, son adresse, il est polonais, juif, évidemment, il est juif, et avec son adresse, quoi, et quasi son numéro de téléphone. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'il a dans la tête, le gars ? Mais en fait, ce qu'il a dans la tête, c'est que... Alors, il est peut-être un peu perché, hein, mais aussi, c'est encore possible à l'époque de l'occupation italienne, ça. Sauf si le maire de Voiron avait été un horrible milicien, ce qu'il n'était pas du tout. Il était nommé par Vichy, certes, mais c'était pas un dangereux. Bon, on a une situation où là, la région devient un refuge pour les Juifs, et notamment pour des familles qui viennent avec enfants et vieux, et qui s'installent un peu partout où il y a un peu du logement, c'est-à-dire les premières stations touristiques, Villard-de-Lans, Saint-Pierre-de-Chartreuse, Monestier de Clermont, Uriage, et puis aussi il s'éparpille un peu dans la campagne. Donc on a cette situation un peu particulière pendant 9 mois de l'occupation italienne jusqu'en septembre 1943. Le problème, c'est... il faut que j'aille vite, non ? On est en retard. Enfin, bon. Le problème, c'est qu'évidemment, la vraie rupture dans l'histoire de la région, ici, c'est début septembre 1943. La déconfiture italienne. Les Alliés ont débarqué en Sicile, ils ont débarqué dans le golfe de Naples. Mussolini est tombé, il a été arrêté, puis libéré par les Allemands, bon, je passe. Mais Badoglio, un général, un maréchal dont la nullité est insondable, mais il a signé un armistice avec les Alliés, sans prévenir personne, en gros. Hein. C'est-à-dire que les militaires italiens qui sont là, on leur a juste dit au début de l'été 1943, quand Mussolini a été arrêté, bon,
il faut peut-être se préparer à se replier sur l'Italie un jour ou l'autre, quoi. Ils le sentent, hein, puisque à Vorep, ils construisent des petits bunkers au carrefour de Vorep, à l'immense carrefour de Vorep. Ils construisent des petits bunkers qui sont dirigés vers l'ouest, c'est-à-dire vers l'éventuelle arrivée des Allemands. Donc ils sentent bien que ça va pas trop bien, mais ils sont prévenus de rien. Ils sont prévenus de rien. Et quand l'Italie se retire de la guerre, ils sont remplacés immédiatement par les Allemands de manière assez violente. C'est la débandade de l'armée italienne. Ils repartent avec des vêtements civils, ils se cachent, ils font comme ils peuvent pour s'en sortir. Les Allemands sont là. Et du coup, la région qui était un refuge devient potentiellement un piège. Et là, on a la dernière phase où cette jeunesse, elle va être prise dans une atmosphère d'hyperviolence générale. L'arrivée des Allemands, tout de suite, ils s'attaquent au maquis. Septembre, octobre, ils s'attaquent au maquis du Trièves, à Trémigny. Ils font des descentes déjà un petit peu sur le Vercors. Ils vont attaquer Malval, le maquis de Malval en janvier 1944. Bref, c'est la guerre, quoi. La guerre que la région n'avait pas encore connue. Le décret Speer, qui est un texte, qui est un document édifiant, ça date de février 1944. C'est un décret qui dit que l'armée allemande en France, maintenant, n'a plus à respecter les lois de la guerre théorique, puisque la France bascule du côté des terroristes, et que donc les terroristes doivent être traités comme tels, et les civils qui protègent ou aident les terroristes de la même manière. C'est-à-dire, au fond, on va se comporter en France à partir de février 1944 comme les nazis se comportent en URSS. C'est-à-dire village incendié, otages fusillés. Bref, on entre dans l'hyperviolence. La traque des Juifs, le passage d'Aloïs Brunner à Grenoble entre février et mars 1944 est un moment où 400 Juifs vont être arrêtés. Ils font des descentes à Saint-Pierre-de-Chartreuse, à Monestier de Clermont. Il y a évidemment, et la Martelière, les enfants de la Martelière, évidemment, ils ne sont plus du tout dans la situation privilégiée ou tranquille qu'ils pouvaient avoir avant. Ils ont été un peu éparpillés, une bonne partie dans une ferme de Jacquelin à Saint-Jean-de-Moiran, l'autre partie, donc 17 enfants à la Martelière. Évidemment, ils sont dans une situation de danger évident, et ça leur tombe dessus le 23 mars 1944. Comme les enfants d'Isieux vont être pris, etc. Malgré tout, c'est horrible ce que je dis, hein, mais que 400 ont été pris dans la période Brunner. Au total, 1 millier de juifs isérois, enfin en Isère, vont être pris. Il y en avait sans doute plus de 10 000 juifs récupérés, cachés, etc. On connaît Badinter, parce que, évidemment, à Cognin, à côté de Chambéry, mais la famille de Barbara, la chanteuse, à Saint-Marcelin, le futur éditeur Jean-Claude Lattès à Crozet, Laurent Schwartz, le mathématicien à Charavine. En fait, ceux qui arrivent à s'éparpiller, notamment dans les fermes, où ils sont bien reçus, parce qu'on n'oublie pas qu'il y avait des milliers de prisonniers, toujours, plus ceux qui étaient partis au STO. Donc, arriver tout en étant juif et dire est-ce que vous pouvez m'abriter dans la grange et moi je travaillerai dans votre jardin pour vous, etc. Ça marche, ça va. Ils ne se rendent pas tous compte du danger qui court, parenthèse, ceux qui les protègent. Ils le diront toujours après. Ils disent oh non, mais nous, on n'est pas des héros parce que on ne savait pas que si éventuellement nos juifs se faisaient attraper, on allait partir avec. Hein. Souvent, ils sont d'une incroyable modestie, les gens qui ont sauvé des vies, de fait. Hein. Parce que c'est bien ça qu'ils craignaient. Et finalement, la protection a vraiment, globalement, marché. Le vieil homme et l'enfant, le film, c'est l'histoire personnelle de Claude Berry. C'est assez symptomatique de ça. La jeunesse, dans l'année 1944, elle est forcément, qu'elle le veuille ou non, engagée. Elle doit s'engager, elle n'a pas trop le choix, parce que le climat est celui d'une guerre civile, à vrai dire. Hein. Entre la milice toujours plus violente et plus radicalisée, ça a changé. Ils ne faisaient pas trop les malins jusqu'à l'arrivée des Allemands.
Parce que, encore une fois, ils étaient minoritaires. Encore une fois, à Voiron, même si longtemps on dit Voiron c'est une ville de miliciens, ben ouais, non, c'était une ville de résistants et une ville de miliciens, quoi. Comme dans peut-être plus qu'ailleurs, parce que la violence, elle vient aussi. Les guerres civiles sont toujours encore pires que les guerres classiques. Là, ceux qui vont s'entretuer sont des anciens copains d'école. Hein. Voiron, c'est 12 000 habitants à l'époque. Et donc, c'est pour ça que la tension, elle est très forte et puis qu'elle va perdurer. Il y aura une mémoire des violences du printemps 44. Et tout le monde se radicalise. Le directeur de la NAT, il a essayé désespérément de ne pas laisser entrer les engagements politiques dans son lycée. Il rencontre le chef Jourdan, le chef de la milice, en lui disant « Dites donc, il y a deux gamins là qui se vantent d'être des miliciens, etc. Vous arrêtez avec ça, ils ont 15-16 ans, laissez-les tranquilles. Dites-leur qu'ils sont trop jeunes pour ça, etc. » Mais il y a aussi des gamins qui commencent à entrer dans la résistance ou rêver de résistance sous l'influence aussi de surveillants. Bref, c'est toute la société française qui est en train de se déchirer à ce moment-là, et à tous les niveaux, y compris même jusqu'à un lycée. Donc cette violence qu'on voit partout, hein, la Saint-Barthélemy, en novembre 1943, où une vingtaine de dirigeants de la résistance sont arrêtés, massacrés par des miliciens. Les Jean Pain, Jean Perrault, tous nos rues, quoi. Georges Friet, arrêté aussi à Voiron, il va survivre à la déportation, mais les frères Tardy, nos rues qui racontent en fait des gens qui se sont engagés dans la résistance et qui, en 1944, se font attraper, ou en novembre 1943. Mais quand on tue des gens et qu'on les laisse au milieu de la rue à 6 h du matin pour faire peur à tout le monde, voilà, bon, le degré de violence monte partout. Et les miliciens ont des pertes aussi. C'est-à-dire que la résistance, elle abat des miliciens, elle leur envoie des petits cercueils, elle en tue. Ben, Grandordy, le policier milicien dénonciateur, il s'est fait descendre par la résistance. Et Jourdan aussi, il en a tellement fait, parce que la spécialité de la milice, c'est la lutte contre les résistants et la lutte contre les juifs. Les juifs, en général payent pour les humiliations de la milice. Quand la milice est maltraitée quelque part, faute de pouvoir attraper les résistants, on va attraper les juifs. C'est typiquement ce qui se passe après l'assassinat de Jourdan. Le lendemain, la milice tue 3 juifs, 6. Et faute de pouvoir attraper tout de suite les coupables, hop, c'est les juifs qui prennent. C'est donc une montée générale de la violence partout en France, à Grenoble et à Voiron aussi. La résistance est de mieux en mieux armée. Elle a des groupes francs. Dans la région, il y a 2 groupes francs très forts. Il y a le groupe franc d'Alban Fagot et le groupe franc qui s'appelle Guy Roger, qui œuvre plutôt sur Rive-Vorep. Ils sont très actifs. Ils sont... eux aussi, leur armement, leur qualification en quelque sorte progresse, et on est, à vrai dire, au bord de la guerre civile si on n'est pas complètement dedans. Ça, j'ai oublié de vous montrer ça, c'est la réponse du sachez choisir, la résistance répond ça. La jeunesse française répond merde, c'est le journal Libération, on n'ira pas au STO, quoi, hein, pour résumer abruptement. Ça, c'est une photo du groupe des jeunes de l'Europe Nouvelle. C'est ça la jeunesse, une partie de la jeunesse grenobloise, là. C'est le groupe Éclash. Et ces gens-là, en fait, ils sont très jeunes, hein, il y en a qui ont 18 ans, il y a toutes sortes de milieux sociaux. Et là, ils font les malins parce que les Allemands sont arrivés. Ils ne faisaient pas les malins avant, du temps des Italiens. Maintenant, les Allemands les financent, les habillent, vous voyez, ils sont habillés, les arment et leur font faire le sale boulot. Jean Pain, Jean Perrault, tous ces gens-là qui sont tués et mis sur le bord des routes, ce sont des Français, des miliciens grenoblois, lyonnais. Il y a toute une petite communauté de miliciens qui voyagent là et qui font le sale boulot pour les Allemands.
en fait. Alors, l'épisode de la natte, il raconte bien la période en même temps. C'est-à-dire qu'une politisation de plus en plus forte des élèves, des gamins qui veulent passer à l'action parce qu'ils trouvent que c'est des jeunes, ils veulent passer à l'action. Jourdan qui était condamné à mort par la radio de Londres, hein, on disait il en avait assez fait. La Villa des Cèdres, la Chaumière, là, c'était un centre horrible de torture. Je vous passe les détails de ce qu'il faisait avec les gens qu'ils arrêtaient, notamment les Juifs. Mais donc il est repéré, catalogué, et on dit celui-là, il est condamné à mort. Alban Fagot essaye de le tuer en mars 1944, il le rate, il le blesse seulement, il le rate. Les jeunes de la natte, un peu motivés de ça, ils disent bon, il habite en face de chez nous, on va le faire, on va se le faire. Et ils vont faire semblant de vouloir entrer dans la milice, ils vont prendre contact, pour pouvoir rentrer, et puis ils vont tuer Jourdan, mais ils vont aussi, dans la panique, tuer tout le monde, y compris une gamine de 3 ans, ce qui, évidemment, crée beaucoup d'émotions partout, mais tout ça est symptomatique de l'époque. Parce que derrière, ceux qui vont faire l'enquête, c'est pas la police qui va enquêter, c'est la milice qui va faire sa propre justice, qui va retrouver les gamins, qui va arrêter 16 personnes, dont surveillants, dont le directeur de l'école. Ils vont les emmener à Lyon, Montluc, tout le monde va assister à la fusillade des 3. Il y en a un qui arrive à se sauver. Ils vont être fusillés les 3 sous les yeux des autres. À la fin, il y a 6 ou 7 déportations, dans un premier temps, mais ça montre tout de la période. L'hyperviolence, le fait que la milice fait ce qu'elle veut, où elle veut, quand elle veut, y compris qu'elle décide de la justice d'elle-même. Ça montre aussi que la différence entre la résistance organisée et puis ces gamins, parce qu'on est certain que ce n'est pas la résistance, les structures de la résistance qui ont organisé ça. Parce que sinon, ils auraient prévu la fuite, évidemment. Ils auraient prévu que immédiatement après l'action, les gamins ils auraient été exfiltrés dans le Vercors, en Savoie ou je ne sais pas où, quoi. Là, ils se font attraper le petit Colonna, un de ceux qui avait voulu essayer de partir à Londres en 1941. Le petit Colonna, il se fait attraper à Brignoux, où il n'est jamais allé. Enfin, il erre. C'est improvisé, spontané et raté de fait, parce que derrière, il y a toute une opération de propagande, on va fermer l'école, il y aura des reportages dans la presse, parce qu'ils ont tué la gamine. Et donc on oublie qu'ils ont tué le milicien, mais parce qu'ils ont tué une gamine. Donc ça crée évidemment énormément d'émotions à Voiron. Là, vous avez là la milice voironnaise, enfin c'est le jour des obsèques de Jourdan, et là il y a la milice, il n'y a pas que des Voironnais, hein, il y a sûrement des Grenoblois qui sont venus avec. Ils sont en train de défiler sur l'avenue Sénozan. Enfin, là, on doit être... oui, c'est la banque. Voilà, ils sont en train de défiler en bon ordre, là. Pardon. Oui, enfin, à droite, c'est le mail, quoi. Enfin, on est là. Donc ça, c'est la... Alors, j'ai des photos de miliciens voironnais avec des listes et tout ça. On va arrêter avec ça. Parce que dire des noms, etc., ça, 80 ans après, ça n'a plus aucun intérêt. Les descendants de ces gens, ils ne sont pas responsables de ce qu'ont fait leurs arrière-grands-pères, donc on va pas rentrer dans ces trucs. Mais à Voiron, ça a évidemment créé une tension durable, hein, pendant longtemps. Jean-Philippe Landru, qui a écrit... qui avait fait son travail de maîtrise sur la résistance en Chartreuse, il me disait, sa mère, elle avait un bureau de tabac rue des Terreaux, et il me disait qu'il y avait plein de gens qui disaient non, tu vas acheter le pain là, mais tu vas surtout pas acheter le pain là-bas parce que c'est des salopards de collabos. Enfin bref, c'était ça dans les années 60-70. Hein. Ça traîne longtemps. Bon, c'est une entre il y a 2 drames, la Martelière et la natte, c'est 2 marqueurs très forts. Même si la Martelière, on aura peut-être l'occasion dans les semaines qui viennent de reparler de ça avec les gens qui ont justement
redécouvert et puis organisé la première commémoration de 97 parce que ça avait été globalement un peu oublié à Voiron. Il y a plein de trucs qui sont oubliés. La mémoire, c'est aussi de l'oubli. On a des images d'une scène pas très agréable à regarder aujourd'hui, vraiment, sur l'épuration, où on a sur le parvis de l'église des femmes en train d'être tondues et on brûle leurs cheveux au milieu d'un cercle, là, une espèce de rite médiéval ou je ne sais pas, d'où un truc que même quand j'ai interrogé des vieux Voironnais, ma voisine, tout ça, il n'y a plus personne qui a le souvenir de ça, alors que les images montrent bien qu'il y avait au moins un bon millier de personnes qui regardaient ça, avec les gamins sur les bras, qui regardaient le spectacle. C'était une époque d'hyper-violence et d'hyper-engagement, en quelque sorte, parce qu'à côté, évidemment, de ces jeunes miliciens, et là, on est en Chartreuse, dans les maquis de Chartreuse, à une photo posée, hein, une photo de reconstitution, en quelque sorte, hein, parce qu'ils sont trop bien rangés, et ils écoutent la parole du formateur, du chef maquisard, c'était Loisy. Tout ça pour dire que ces jeunes, en 1944, ils ont été embarqués dans une affaire qui, pour beaucoup, qui les dépassait. Parce qu'entre rêver d'être résistant et puis d'avoir une arme à la main et de tuer quelqu'un, il y a évidemment une grosse nuance. Alors à la Libération, qu'est-ce qu'on fait de cette belle jeunesse? La résistance, elle a pensé à faire des choses pour la jeunesse. Il y a un projet dans la société nouvelle de l'après-guerre. Et notamment, il y a la protection juridique de la jeunesse. C'est-à-dire, c'est à partir de 1945 qu'on a considéré que la jeunesse, qu'on ne pouvait pas appliquer la même justice pour les jeunes et pour les autres. Notamment, l'atténuation de la responsabilité pénale en fonction de l'âge, l'excuse de minorité, la primauté de l'éducatif sur le répressif et les juges pour enfants, c'est-à-dire des juridictions adaptées particulièrement. L'école, c'est le plan Langevin-Wallon. C'est une période en 1945 où on arrive à dépasser les clivages idéologiques, y compris en matière d'éducation, où le plan Langevin-Wallon, le but c'était de, je cite, pousser les élèves au maximum de leurs possibilités, avec et former une élite au mérite. C'est de cette époque-là que date la création de l'ENA, du concours de l'ENA et de la formation, alors qu'avant, tout ça était des nominations plus ou moins arbitraires. L'éducation populaire tout au long de la vie, tout ça, l'ENA, le projet de l'ENA, l'éducation populaire et tout ça, c'était des choses qui avaient été pensées par les uriagistes de la première école d'Uriage. Et pour finir sur Uriage, on crée en 1944 une école des cadres FFI, donc des militaires de la résistance, avec l'idée de faire une armée nouvelle avec un petit peu moins de noms qui se dévissent, c'est-à-dire de générations d'aristocrates qui étaient militaires de père en fils depuis 1600 et des brouettes, mais de faire monter dans l'armée des gens du peuple, quoi, issus du peuple, et donc on veut transformer des chefs de maquis en véritables militaires. On leur fait des cours. C'est le directeur de cette école, c'est le marquis, je ne sais pas si c'est le marquis, de Virieux, le marquis de Virieux, qui pendant 18 mois, il crée cette école où il fait intervenir des philosophes communistes, des théologiens. Alors des fois, ça leur passe par-dessus la tête un peu aux jeunes officiers du maquis qui vont devenir militaires. Mais l'idée, c'est de faire une transformation sociale aussi de l'armée et de faire monter des jeunes des classes sociales différentes dans l'armée nouvelle, quoi. Voilà, donc la résistance, elle prend acte que les jeunes ont beaucoup participé sur la fin, hein, encore une fois, je vous dis, l'imagerie traditionnelle du maquisard, on le voit là, il a 25 ans, et il a 25 ans, une chemise blanche un peu sale, et puis un béret, et puis une stène. La résistance, c'est vraiment la phase finale de la résistance, avec la jeunesse engagée dedans, mais elle prend une place forte, y compris dans les projets du Conseil national de la résistance et de la suite. Les projets du plan Langevin-Wallon, c'est plutôt, il a mis du temps à s'appliquer. Par exemple, il prévoyait le collège unique, il prévoyait, après la troisième, une filière générale, une filière technique, bref, des choses qui se sont installées petit à petit, y compris surtout pendant la Ve République, peut-être plus que pendant la 4e.
Voilà, je crois que j'ai fini, que je vous...